il y a plus d'un siècle et demi, leurs ancêtres avaient quitté l'Inde pour la Guadeloupe. Une destination de dur labeur, car dans les plantations de canne à sucre, plus de 40 000 Indiens se transforment en ouvriers corvéables et serviles. Les décennies passent, toujours pas de lien renoué avec leur mère patrie, jusqu'à aujourd'hui. 30 ans de combat, 30 ans de combat, et je me dis enfin, l'Inde me reconnaît, l'Inde reconnaît ses enfants, l'Inde, Mother India, la mère patrie, nous dit, je vous ai écouté, je vous ai entendu, et je viens aujourd'hui à votre rencontre, après 157 ans, 158 ans de rupture, de coupure, de souffrance, de douleur, de chagrin, de peine. Et pour graver le passé dans le présent, une plaque en mémoire de ceux qui ont souffert dans les champs de canne. Mais aujourd'hui, ce bras tendu de l'Inde, c'est surtout une seconde chance pour les jeunes Indiens. Guillaume a 19 ans, Edgar dit Chéché, son grand-père, 76. Ils descendent tous deux des premiers Indiens arrivés d'Inde en décembre 1854. Ah ben aujourd'hui c'est 161 années des arrivées des Indiens en Guadeloupe. Tout le monde le sait à peu près, grosso modo, hein. On ne sait pas. Mais oui, et puis c'est très important. Regardez, il fait soleil, il est beau, tout va bien là. Mon père était en Poussari, c'était à Pointe-Noire. Il est mort à 94 ans. J'ai mon frère qui s'appelle Stanislas Ketel. Et il est Pointe-Noire. Il a 78 ans. Hein. Ouais. Moi, j'arrive après, mais je ne suis pas Pointe-Noire. Hein. On a des petits machins comme ça. Pour moi, c'est une manière de faire mémoire des ancêtres, de tous nos ancêtres qui sont arrivés en Guadeloupe. Donc, parce que c'est un devoir de mémoire, un devoir de tradition. Hein. Parce qu'ils nous ont laissé un certain nombre de choses, des chants, une cuisine, un culte. Et puis, donc, c'est une manière d'être reconnaissant. Leur indianité est un trait important de leur identité. Je suis guadeloupéen d'origine indienne, mais c'est sûr, je pense qu'au fond, on a tous une attache avec l'Inde. On se sent tous concernés quand on entend une musique indienne, quand on voit la cuisine indienne, on dit que ça fait un petit peu partie de nous. Hein? Je pense que c'est important de le faire, parce que si nos ancêtres, les Indiens, n'avaient pas résisté aux pressions coloniales, nous ne serions pas là aujourd'hui. Eliezer est issu de la 4e génération de descendants d'engagés, arrivés en Guadeloupe pour travailler dans la canne à sucre après l'esclavage. Le relais, c'est le premier bateau qui arrive en Guadeloupe pour débarquer les 344 premiers Indiens le 24 décembre 1854. Le président de l'association Les Amis de l'Inde est toujours désireux de parler de sa culture dans sa maison de Petit Canal aux côtés de Gandhi. Et de ses ancêtres engagés, Eliezer a surtout gardé sa religion. Non loin de son bureau, il a aménagé un temple où il se recueille. Je suis catholique de naissance. J'ai tout suivi, hein, depuis le baptême jusqu'au mariage. Mais ça ne me pose aucun problème pour que je puisse être à l'église et pour que je puisse être dans mon temple. L'hindouisme combiné à la religion catholique, une évidence aussi pour Linda, sa fille. Professeure de danse indienne, elle reste profondément attachée à sa culture. Je fais un petit peu comme on m'a transmis, c'est-à-dire que oui, je vais à l'église et au niveau de l'hindouisme, je pratique beaucoup plus la danse, on va dire. La danse indienne, elle est vraiment indissociable de la religion, en fait. Parce qu'au niveau de la danse indienne, il y a le sacré très important. Résistance, quels que soient les problèmes qu'on rencontre, il faut savoir faire face. Et le premier bateau quitta le port de Pondichéry le 30 septembre 1854 et arrive en Guadeloupe le 24 décembre 1854 pour débarquer le premier convoi. Les Indiens sont venus avec leur contrat, disant qu'ils devaient retourner. Donc ils ont conservé leur nationalité d'origine, la nationalité anglaise. Alors après les 5 ans, il y a ceux qui sont repartis et d'autres
qui n'ont pas pu repartir parce que le gouvernement ne favorisait pas du tout le départ, parce qu'ils avaient besoin des bras pour travailler. Donc, bien contre et malgré, il y a ceux qui sont restés en Guadeloupe, et ceux-là ont fait de la Guadeloupe leur terre d'élection. Mais ceux qui sont restés maintenant, la régularisation n'avait pas été faite. Donc, le gouvernement français s'est dit, ils ne sont pas français. Et c'est de là maintenant, Aristide Nabarom a fait ce procès politique et le gouvernement a reconnu effectivement la légalité de ce procès-là. Et c'est en 1923 maintenant que les Indiens ont pu obtenir les mêmes droits que les autres compatriotes guadeloupéens. Ils sont venus avec une tradition culturelle et culturelle. Certaines associations ont été créées, notamment la première, l'association des Amis de l'Inde, pour développer, promouvoir et surtout sauvegarder la culture indienne en Guadeloupe. Cette association fait la promotion d'une composante de la culture guadeloupéenne. Au jour où nous sommes, peut-on parler d'une culture, une société guadeloupéenne à ça de côté une composante? Non. Alors, au jour où nous sommes, le travail a été fait par les associations de culture indienne. Eh bien, la culture indienne se trouve bien intégrée dans le paysage culturel guadeloupéen. Avant, il y avait un petit peu d'écart entre les deux ethnies, mais maintenant, ça n'existe plus. Le mariage mixte, c'est tout à fait normal maintenant. Donc, il y a cet apport de l'indianité dans la société guadeloupéenne, l'apport physique. Et il y a plein d'apports encore. Aujourd'hui, je peux parler de la partie culinaire. Maintenant, ne peut-on pas dire que le colombo, c'est le plat typique guadeloupéen. Mais il y a plein d'autres choses encore. Donc, l'Indien, comme on dit, a bien pu résister et a fait face à toutes les difficultés et tous les problèmes de la vie pour se positionner dans la société guadeloupéenne. Et là, ils ont toujours tout fait pour me faire comprendre comment eux, aujourd'hui, ils vivaient. En fait, selon certaines circonstances, je peux rentrer à peu près dans le moule d'une indienne de l'Inde. Et puis, selon d'autres circonstances, je vais rentrer dans le moule de l'indienne de la Caraïbe. Quand je suis arrivé au pays tamoul, je me souviendrai toujours que j'ai embrassé le sol. Mais dans les villages, ils n'ont jamais vu justement, bizarrement, que j'étais étranger. Tous, ils m'ont considéré comme un membre de leur famille, comme un membre du village. Et d'autant plus que j'ai très vite adopté les traditions. La tenue vestimentaire, moi je mangeais avec la main, les mêmes repas, régime végétarien très souvent. En fait, j'étais un des leurs. Il n'y a jamais eu de différence, il n'y a jamais eu de séparation, il n'y a jamais eu de discrimination. Je n'étais pas l'étranger. Et aujourd'hui, quand j'arrive en Inde, à chaque fois, à chacun de mes départs, ils versent des larmes dans les villages tamouls. La Guadeloupe, de par notre origine, nous a donné quelque chose que nos parents ont ramené de l'Inde. Et donc on est intérieurement un Indien de Guadeloupe, mais extérieurement on pourrait être n'importe quel Indien. Elle s'exprime avec des gestes, des sons, des couleurs. En mouvement également, elle monte en intensité depuis une dizaine d'années en Martinique. L'indianité attise de plus en plus la curiosité. Ici, à Basse-Pointe, le fief de la communauté indienne, on fête les Lumières, le Diwali. Cette fête concerne également tous les Indiens de la Caraïbe. Ces Trinidadiens en sont la preuve. Dans leur valise, le tassa, ce tambour que l'on entend souvent dans les mariages indiens. Venir en Martinique, c'est l'occasion de mélanger nos cultures. Nous adorons rencontrer différentes personnes, jouer pour eux. Chez les Guadeloupéens, avant de rentrer en scène, on chauffe la peau du tambour. L'objectif est de l'attendre pour avoir un bon son. Le cimetière des Indiens, un cimetière presque comme les autres. Situé à Saint-François, près de la plage des Raisins Clairs, il a la particularité de réunir les sépultures des familles indo-guadeloupéennes. Mais pourquoi avoir réservé un espace spécifique pour l'enterrement des morts de cette communauté? L'une des hypothèses les plus connues, c'est celle qui dit que ces Indiens, après la fin de leur contrat, ils étaient supposés retourner en Inde et c'était l'un des points où ils allaient attendre le retour du bateau et donc ils allaient se
positionnés là, et parfois les bateaux prenaient plusieurs jours, ils restaient là, et parfois certains mouraient. Ils ont donc commencé à enterrer sur place leurs parents, leurs amis, et ça a été le point de départ de cet enterrement, en ce point précis à Saint-François. Il y a un autre élément aussi qu'il faudrait vérifier. On dit qu'il n'était pas souhaité que les Indiens soient enterrés dans le cimetière du centre-ville, qu'on les avait mis un peu à côté. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une hypothèse qui fasse autorité aujourd'hui. Les Indo-Guadeloupéens sont pourtant bien intégrés. S'ils sont restés attachés au rite hindou hérité de leurs ancêtres, ils sont aussi chrétiens. Ainsi, à la Toussaint, ils viennent au cimetière comme le reste de la population. En Guadeloupe, cette période est aussi celle du Samblani. Mais ce rite d'hommage aux défunts a lieu à domicile. Il consiste en des prières et des offrandes, notamment de nourriture, aux parents disparus. J'ai été élevé avec ma grand-mère depuis tout petit. Et donc ma grand-mère, sa maman est venue de l'Inde et c'est sa coutume de tous les années. Et elle faisait le Sablani. Alors maintenant comme elle n'est pas là, elle n'est plus là, c'est moi qui a pris la relève pour faire le Sablani, normalement. Mon grand-père qui est arrivé ici quelques jours après, il est né ici en 1889. Alors il m'a dit qu'il venait sous les tombes de leurs parents, ils appelaient le matin en invocation et amenaient à la maison pour faire des Sablani, donner à manger aux morts. Martinique, c'est au quartier Le Galion, dans la commune de Trinité, que s'est déroulée une cérémonie dans l'un des rares temples hindous que compte l'île. L'occasion pour les descendants des Indiens, arrivés en Martinique à Saint-Pierre depuis 1853, de perpétuer leur tradition. Ce jour-là, une quinzaine de béliers et de coqs ont été présentés en gage de sacrifice, une tradition qui permet de maintenir ces pratiques. Le dimanche 25 octobre, il est à noter qu'il y aura le dévoilement d'une stèle au quartier Fourniol à Sainte-Marie. Reportage sur place de notre correspondant Daniel Diaz. Alors très rapidement, donc, à l'issue de l'abolition de l'esclavage de la Martinique en 1948, les planteurs, l'administration ont fait venir des main-d'œuvre venant d'Europe, de l'Asie et aussi de l'Afrique, et notamment de l'Inde. Donc c'est ainsi qu'à partir du 6 mai 1853, la Martinique va accueillir ses premiers travailleurs indiens, 316 personnes qui vont venir dans la rade de Saint-Pierre, amenées par le bateau L'Aurélie à la Martinique. Et ce bateau va arriver à Saint-Pierre, comme je l'ai dit précédemment. Alors, ces travailleurs vont suivre beaucoup d'autres personnes, un total de 25 509 personnes. Beaucoup mouvement sur le parcours de travail parce qu'il n'était pas indiqué qu'ils puissent travailler dans les champs de canne à sucre. Et une bonne partie s'en ira en Inde puisqu'ils avaient droit au retour. Donc ça fait grosso modo 160 ans qu'il y a une présence indienne venant notamment du sud de l'Inde à la Martinique. Et aujourd'hui que ces descendants d'Indiens qui restent montrent, regardez des traits culturels indiens, notamment tamoul, assez vivaces à la Martinique et aussi à la Guadeloupe. Oui, depuis un siècle et demi que les Indiens sont arrivés en Guadeloupe. Donc c'était vraiment au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Au lendemain de l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire 6 ans après, de 1848 à 1854, comme il y avait un manque de main-d'œuvre, alors donc on a fait venir les travailleurs indiens libres sous contrat signé de 5 ans pour travailler dans les champs de canne, apporter un savoir-faire. Et Dieu seul sait les choses qu'ils ont amenées, puisque imaginez un petit peu la Guadeloupe sans l'apport indien. Et donc vous faites partie de quelle génération? Moi, je suis de la 4e génération. Et donc vos arrière-grands-parents sont venus s'installer? Arrière-grand-père, mon aïeul est arrivé en Guadeloupe, et puis après donné naissance à mon grand-père, et aujourd'hui, moi-même, j'ai appris le tamoul avec mon grand-père, l'hindi avec mon grand-père. Et ici, nous sommes aux côtés du temple où nous avons la représentation des 9 planètes, le génie des 9 planètes, et on appelle ça les Naograha. Parce que là, vous avez plusieurs petits temples, hein, je vois, donc vous avez... Oui, il y a plusieurs sanctuaires. Il y a Madre Viren, qui est une divinité du sud de l'Inde, avec Madre Minachiamen. Nous avons le Nagurmila ici, qui est une divinité indo-musulmane. Nous avons ici le Naograha. À côté, nous avons le temple d'Hanuman. Et ici, nous avons le Lingam de Shiva,
avec Nandi, sa monture. Et par là, nous avons le temple de Maliamman, de Kali, de Lakshmi, de Ganesh, etc., etc. Il y a plusieurs divinités. Mais nous faisons les pujas de chaque divinité ici. Alors les gens, quand ils ont des problèmes, ils viennent ici demander de la grâce pour pouvoir régler leurs problèmes par des pujas, etc., etc. Les Indiens guadeloupéens continuent à faire rayonner la culture indienne à travers la cuisine, la danse, les rituels, les cérémonies, parce qu'on sent que... Alors il faut dire que la Guadeloupe a accueilli les Indiens et les Indiens ont emmené avec eux les agrumes, ils ont emmené avec eux le pauka, le pichinga, le podrenka, etc., etc. Beaucoup de légumes, plus leur culture, la cuisine et un savoir-faire. Puisque n'oublions pas que ce sont les Indiens qui ont amené la technique du labouage avec les bœufs et la charrue, ici en Guadeloupe. Et alors, par rapport à la danse et par rapport à par rapport à la danse, les Indiens faisaient ce qu'on appelle les nadrons, les danses traditionnelles, on a gardé tout ça. La Guadeloupe a gardé les nadrons, les nadagams. Se transmet cette connaissance parce que... Alors la connaissance est transmise premièrement de bouche à oreille, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire et écrire le tamoul. Mais moi, dans mon école, je favorise la transmission écrite, puisque j'apprends aux gens à lire le tamoul, l'hindi, à parler le tamoul et l'hindi, pour pouvoir faire la transmission de la culture, que ce soit sous les chants, que ce soit sous les pujas, l'apprentissage des textes sacrés, le Mahabharata, le Ramayana, les Védas, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'écrit, quelque chose de savoir transmis, savoir écrit. Oui, donc il y a vraiment un mélange très harmonieux. La relève est assurée. L'indianité, la créolité qui se... Alors il faut dire qu'aujourd'hui, il y a déjà une interpénétration entre les cultures, que ce soit la culture créole nègre et la culture indienne. Alors il y a des Indiens qui font le grouka, qui font la musique créole et vice-versa. Donc il y a vraiment une interpénétration, un mélange qui se fait. Et d'ailleurs, le tempo que nous avons en Guadeloupe, c'est vraiment un tempo caribéen. Et nous pouvons nous réjouir de ça. Vraiment, c'est quelque chose de savoir-vivre ensemble d'ailleurs. Et avec une pluriculturalité, mosaïque de culture et d'ethnie et de culture. Et qui donne une Guadeloupe indienne. pensiez tout connaître des couleurs de la Guadeloupe, ce département français d'outre-mer bercé entre océan Atlantique et mer des Caraïbes. Mais il existe ici des couleurs, des saveurs et même des croyances qui a priori n'ont rien à faire sur cette île antillaise. Elle nous transporte à un autre bout de l'hémisphère, aux portes de l'Inde. Nous sommes pourtant bien en Guadeloupe, à Bois-David, près de la commune du Moule, dans l'un des 400 lieux de culte hindou que compte l'île. Et ce matin, le temple Sarasvati rassemble des fidèles autour d'une cérémonie rituelle. L'histoire de ces descendants d'Indiens est largement ignorée hors des Antilles françaises. Cette histoire, c'est celle de plus de 40 000 âmes arrivées ici entre 1854 et 1889 pour remplacer la main-d'œuvre noire. Suite à l'abolition de l'esclavage, ils sont nombreux à déserter les plantations. Les planteurs se trouvent alors confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Ils cherchent de nouveaux travailleurs, de préférence dociles. Quelques intellectuels travaillent à transmettre l'histoire de cette communauté. Je suis indo-guadeloupéen, c'est-à-dire d'origine indienne de par mes grands-parents, et guadeloupéen car vivant sur ce sol de Guadeloupe. Et nous sommes beaucoup comme cela. Nous formons quand même la deuxième composante ethnique de ce pays, de cet archipel de Guadeloupe. C'est à la Darse de Pointe-à-Pitre, la sous-préfecture de Guadeloupe,
que l'Aurélie, le premier bateau amenant sur l'île ses nouveaux venus, accoste le 24 décembre 1854. Il sera suivi de nombreux bateaux, arrivant des 5 grands comptoirs que la France détenait en Inde. Chandernagore, Yanaon, Karikal, Mahé et Pondichéry. 320 passagers sont à bord, avec beaucoup d'espérance, une folle espérance. C'est l'Eldorado au bout. C'est ce que les mestris, c'est-à-dire les recruteurs en Inde, leur font croire en tout cas. Les Indiens arrivent, ils doivent se faire comprendre à la fois de la population locale, qui les observe avec un peu de curiosité, vu leurs accoutrements, leur culture différente, donc leurs habits, leur langue, leur cuisine. C'était un apport spirituel, un apport de plantes médicinales, de médecine, de rituels également, car ils marchaient avec leurs croyances, que nous trouvons, que nous retrouvons encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais en Guadeloupe, bon nombre de produits traditionnels sont en fait indiens. Dans leurs valises, les premiers émigrants avaient en effet apporté des graines et des épices, afin de se nourrir comme chez eux. Mais le rêve d'un Eldorado fut de courte durée. Les premiers arrivants de l'île avaient signé un contrat de 5 ans, et pourtant jamais ils ne purent retourner au pays. Un événement légendaire illustre cette promesse non tenue par les planteurs et le gouvernement de l'époque. La mémoire collective raconte que certains Indiens, après bien sûr le travail, venaient ici, sur la plage de Raisin-Clair, camper pour leur futur retour en Inde, en attendant de prendre le bateau pour Pondichéry. Ils ont attendu longtemps, le bateau n'arrive pas. Ils moururent sur la plage. Cet épisode serait l'acte de naissance du cimetière que l'on trouve à quelques pas de la plage des Raisins Clairs. Les Indiens étaient considérés comme païens. Ils n'avaient pas le droit d'incinérer leurs morts comme l'exigeait leur coutume. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de leur donner une sépulture comme les chrétiens. Nous qui sommes nés ici, nous ne sommes pas des Indiens. Nous sommes des Guadeloupéens avant tout avec nos origines, avec nos origines indiennes. L'Indien ne trouve aucun problème d'aller à la messe le dimanche et au retour de passer dans son temple. Donc maintenant, il y a un métissage qui existait. C'est pourquoi dans ce cimetière, qui est nommé cimetière indien, il n'y a pas, entre parenthèses, que des Indiens qui sont ici, comme il y a le phénomène de mixité qui existe, des Indiens qui se marient à des nègres qui se marient à des Indiens. Donc, on n'enterre pas l'épouse ici et l'époux ailleurs. Maintenant, toute la frange de population est enterrée ici, dans ce cimetière-là. À Bois-David, les rituels s'enchaînent au temple Saraswati sous l'égide du maître de cérémonie, le prêtre Jocelyn Nagapin. Si aujourd'hui ce genre de rassemblement est courant sur l'île, longtemps, les Indiens ont dû s'adonner à leur culte de façon clandestine. Petit à petit, ils ont pratiqué leur culte en faisant des petites chapelles tressées en feuilles de coco sous les manguiers et en mettant des briques, des pierres pour pouvoir symboliser les statues et faisaient leur cérémonie. À un moment donné, le curé, et on avait interdit de faire des cérémonies, ils se cachaient. Donc ils étaient opprimés pour leur spiritualité, leur religion, leur culte. Et petit à petit, ils ont tenu tête au système colonial et ils ont construit et gardé leur temple, leur religion, leur musique. Pour transcender la souffrance, transcender la misère, transcender le manque de leur Inde mata, leur Inde mère. Et les temples ont été construits petit à petit. Vers les années 70, M. Komla, Chouchou Komla, a été en Inde prendre l'architecture d'un temple et a construit le temple de Changi qui existait depuis 1912. Il a rénové pour donner à la Guadeloupe un très beau temple.
Et c'est après, j'ai construit celui-là. Mon grand-père a construit le sien. Tous les temples, ce sont des temples privés de toutes les manières. Mais on peut dire que c'est quand même public parce que les gens viennent de Martinique, les gens viennent de Trinidad, les gens viennent de France, les gens viennent de toute la Guadeloupe pour pratiquer l'hindouisme au temple Sarasvati. Donc, le temple est quasi public, je dirais, puisque on accepte tout le monde. Au bout de quelque temps, on comprend que l'usage du tamoul a été perdu. Et aussi, pendant presque 95 ans ou 75 ans, il n'y a pas eu de contact avec le pays d'origine, avec l'Inde. Donc, on a transmis ces chants de bouche à oreille. Et donc, ce qui était à l'origine des documents écrits sont devenus une sorte de documents en tradition orale. Comme on ne parlait plus la langue, et aussi contact continu avec les langues du pays comme le créole et le français, et les chants et les narrons tamouls qu'on chante en Guadeloupe ou en Martinique ont été très fortement influencés par le phonétique et la grammaire créole et le français. Manna de majuva de madia de punea de mangesiva gaminga de Mara de dola de malia de tilia de maretan de brahmana de kona du vanule kukuta milama de congele mugetena de kundela miranda de tande pulioria de korende mugesama de yanda sambatero du di patni tu mutia de varengaruma de naditumbe arangade nandi vaganena de natiye pengela de vine une pa de yenenda di du vere iru to di arriva vai Yesene om sivagami, yesene yanenindre, tirevai swami om natalajine. De ce fait, quand on entend aujourd'hui les chants tamouls et narwons, quand on n'est pas initié à la version guadeloupéenne ou à la version antillaise, nous avons du mal à le comprendre dans un premier temps. Donc pour le comprendre, il faudra qu'on ait une bonne idée donc, de la phonologie, phonétique et la grammaire des langues en contact, notamment le créole. Et une fois que nous avons compris les changements et on arrive à reconnaître les textes. Et on essaie donc avec l'aide des uns et des autres reconstituer les chants à tradition orale et vers les textes d'origine qui seraient venus avec les Indiens en 1854-56 par là. C'est que nous avons constaté aussi tout ce qu'on chante actuellement dans toutes les diasporas, notamment en ce qui nous concerne, Martinique et Guadeloupe, ce sont des textes que nous retrouvons dans les livres imprimés au début du siècle, c'est-à-dire 1911, 1903, 1905. Et nous ne savons pas comment ces textes sont arrivés ici. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on analyse attentivement les chants chantés par les Vatialeux en Martinique et en Guadeloupe, nous retrouvons ces chants mot pour mot, ligne pour ligne dans les livres imprimés et que nous avons réussi à identifier et aussi retrouver la trace de ces chants oraux qui sont devenus tradition orale dans les livres imprimés. Maintenant, avec une étude assidue de plus de 20 ans, nous savons que ces textes chantés en Martinique et en Guadeloupe ont une trace ou bien relèvent des documents écrits. Mais comme je viens de dire, ces chants chantés en Martinique et en Guadeloupe sont influencés très fortement par la grammaire et la phonologie du créole et que dans un premier temps, il s'avère impossible de les identifier. La question de transmission, bien entendu, il n'y a plus aucun doute sur le fait que ces chants sont retenus et maintenus, donc qui font partie du patrimoine culturel indo-antillais. D'accord. 165 ans,
après l'arrivée des premiers Indiens en Guadeloupe, nous sommes heureux de commémorer cet événement historique qui a marqué notre vie, notre culture et notre patrimoine guadeloupéen d'origine indienne. L'histoire des esclaves et engagés indiens commence vraiment au début de la colonisation, puisque les premiers hommes de la Réunion venus d'Europe se marient avec soit des femmes malgaches, soit des femmes indiennes. Et par la suite, c'est vraiment une minorité d'esclaves indiens qui arrivent sur cette île jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Mais dès 1829, on est à quelques années avant l'abolition de l'esclavage, il y a déjà la première expérience de l'engagisme qui amène ici aux environs de 3000 Indiens qui sont engagés, mais un engagisme qui est presque de l'esclavage. Et à partir de 1848 jusqu'en 1882, alors là, ce sont des milliers d'Indiens qui arrivent sur cette île, aux environs de 90 000 Indiens, entre 90 000 et 100 000 Indiens qui sont arrivés sur cette île, c'est-à-dire plus que la population esclave au moment de l'abolition de l'esclavage, puisqu'il y avait 62 000 esclaves en 1848. Alors, le mot Malbar a toujours été utilisé par les Européens pour désigner les populations du sud de l'Inde. Mais on trouve en étymologie des étymons dravidiens, à savoir Malay et Para, au-delà de la façade montagneuse du Kerala. Alors, comme je l'ai dit, c'est une extension idéologique de ces populations dravidiennes du pays tamoul. C'est une terminologie qui a toujours été utilisée par les Portugais ou par les Européens et désignait donc ces populations du sud. Mais à La Réunion, ce n'est plus Malabar, mais c'est Malbar, à savoir, donc le mot a été créolisé et désigne ces populations issues de l'Inde, qu'ils soient du nord ou du sud. Et c'est dû donc à un brassage, je dirais, indo-indien. Il faut savoir que parmi les migrants, nous retrouvons des populations issues du Kerala, les Malayalans, populations issues du pays tamoul, les Tamouls, les populations issues de Yanaon, de l'Andhra Pradesh actuel, qu'on appelle les Telinga, et aussi les populations issues du nord, qu'on dit Calcutta, mais qui en réalité peuvent aussi être des populations d'origine tribale, les Santals, les Junglis, populations venant de Bihar, populations venant d'Assam, donc qu'on a simplifié avec le mot Calcutta. Mais ces populations issues des migrations venant du continent indien, bien sûr, se retrouvent à La Réunion sous le terme Malbar. Voilà. Mais je dirais c'est spécifique aux populations laborieuses, ceux qui sont venus pour travailler. Mais en tout cas, les Indiens, eux aussi, furent frappés par l'esclavage, furent touchés par l'esclavage. Je sais que c'est un thème un peu tabou aujourd'hui dans la société réunionnaise. C'est vrai qu'il n'est pas de bon ton pour un certain nombre de Malbars, d'Indiens, de reconnaître que des ancêtres ont été esclaves. Ils s'accordent davantage à reconnaître qu'ils étaient plus dans l'engagisme. On doit reconnaître à la vérité qu'il y a eu aussi des Indiens dans l'esclavage. Peut-être pas des milliers, mais quelques centaines, peut-être 1 millier ou 2 milliers. C'est pour la partie esclavage. Nous sommes donc au XVIIIe siècle. Quand arrive une date importante, par exemple, le 16 mars 1828. Quelle est cette date? C'est la date où le premier bateau officiellement, quitte donc le port de Yanaon sur la côte est pour venir à l'île de la Réunion. Ce sont des premiers travailleurs indiens. Là, on ne parle pas encore vraiment d'engagisme, mais on dit le gouverneur a besoin de main-d'œuvre, de spécialistes. Il a besoin de spécialistes dans la maçonnerie, dans les travaux, pour construire des premiers greniers, des premiers magasins, comme on disait ici, des premiers ateliers. Là, il fait venir des types qui ont un savoir-faire spécifique. Premiers travailleurs, on va dire premiers engagés. On commençait, j'allais dire que c'est les prémices de l'engagisme. Donc 16 mars 1828, ce premier riz s'appelait la turquoise. Ensuite, on est vite parti vers l'abolition de l'esclavage. La population vénénaise, la population de l'ex-île Bourbon bascule, puisque va arriver juste après l'abolition de l'esclavage, déjà une première vague d'Indiens qui va tout de suite bousculer le paysage démographique de l'île.
Et au fur et à mesure, ce paysage démographique de l'île va être profondément recomposé avec des engagés indiens. Alors, des dates importantes, on les connaît. Les dates importantes, je parlais de 1828, on parle de 1849, où il y a eu les premiers décrets pour que les travailleurs indiens soient bien encadrés, réglementés. C'est donc des travailleurs qui viennent sous contrat, donc des contractuels, et ils sont différents de ceux qui venaient pour l'esclavage, enfin de ceux qui étaient bloqués dans le système esclavagiste. Alors, la question qui se pose, la question qui est, j'allais dire, qui n'est pas au bout du jour, mais qui est très connue, qui est récurrente, c'est la question de savoir est-ce que engagisme et esclavage étaient la même chose? Par quoi type d'un esclave ou d'un engagé? La situation de l'esclave et de l'engagé n'est pas la même. Un esclave indien est un objet de droit. Il arrive sur les navires de la Compagnie des Indes, il vient souvent comme esclave, on les appelait des esclaves à talent. Ce sont des artisans, des charpentiers, d'ailleurs ce sont eux qui construisent les grandes maisons coloniales. Tandis que l'engagé indien, il arrive dans le cadre d'un contrat d'engagement défini par la loi. Mais si on analyse les deux situations, on peut parler de cousinage, de l'engagisme et de l'esclavagisme, puisque on est dans la période d'euphorie sucrière, d'essor de l'activité sucrière, de la canne à partir de 1829. On a besoin de la main-d'œuvre et on fait venir par milliers ces engagés indiens qui arrivent aussi sur des navires qui sont semblables aux navires négriers. C'est-à-dire, en fait, bien entendu, l'engagé indien n'est pas dans les entrepôts, n'est pas dans les cales de ces navires, mais les conditions de voyage sont pratiquement identiques. Au niveau officiel, bien sûr, il y a vraiment une différence, mais dans la réalité, on sait très bien que beaucoup d'engagés ont terminé leur séjour à La Réunion dans des conditions extrêmes, pénibles. Et si on se réfère aux statistiques, sur l'ensemble des engagés qui sont venus à La Réunion, je dirais qu'il y a à peine 30 000 qui sont retournés en Inde. C'est vrai que les Indiens ont tenté de reconstituer ici leur Inde, comme avait pu dire des gens comme André Marimoto, c'est-à-dire qu'ils se savaient isolés, ils se savaient couper de la terre entre guillemets patrie. Ils ont quitté cette Inde et rappelez-vous qu'ils étaient partis pour ne plus revenir. Rappelez-vous aussi qu'ils étaient sous le joug de cette loi de Manu dont on a pu dire, qui s'appelait le Karlapani, qui veut dire les eaux noires. Autrement dit, lorsque l'Indien franchissait la mer, l'océan, il était censé ne plus revenir. Pourquoi? Parce qu'il a été souillé. Et dans l'esprit des Indiens, il n'y avait pas souvent le retour. Quand ils disaient au revoir à leurs parents, c'était un adieu. D'accord? Mais il n'en demeure pas moins vrai que on sait, vous et moi, que les gens qui sont venus ici en grande majorité étaient de conditions modestes. On dirait dans d'autres cercles, on dirait de basse caste. Il est évident que ces basses castes, entre guillemets, avaient accroché moins d'importance à des lois, allons dire supérieures, des lois comme la loi de Manouk, disons le Karlapani, suggérant aux hindous de ne pas traverser l'océan. Parce que ceux qui traversaient étaient menacés de gourous et ne devaient plus revenir. Donc, c'est pour ça qu'on peut expliquer aujourd'hui pourquoi ils ont tenté de reconstituer leur monde ici, leur musique, leur famille, leur tradition. Alors, les travaux récents, justement, menés sur la condition des engagés au début du siècle, du 19e siècle, montrent très bien que la situation carcérale de ces travailleurs était particulière et qu'elle faisait davantage référence à des situations serviles et d'esclaves que des populations ayant un statut de travailleur. Mais néanmoins, on ne peut pas aussi assimiler l'engagé à l'esclave, puisqu'on voit très bien que dans les statistiques de la mortalité sur les navires, alors que les négriers avoisinaient au-delà de 21-25% de taux de mortalité, les navires à coulis, donc, voyaient leur population, leur convoi décimé à hauteur de 5-7% maximum. L'engagé peut acheter un terrain à la suite de son contrat, il peut acheter un lopin de terre, il peut se marier, il peut faire un certain nombre de choses que l'esclave ne pouvait pas. Il a sa liberté de circulation. C'est vrai, il lui faut un permis de déplacement, un permis de circulation. Il faut aussi un permis de séjour. Et là, l'engagé va se battre. L'engagé indien, l'engagé chinois et malgache vont se battre pour avoir ce permis de séjour provisoire. Cela veut dire quoi? Ça veut dire une fois qu'on est engagé, donc on est enrôlé, c'est bon. On est dans la société ex-bourbonnaise réunionnaise. On est attaché à une propriété. Le propriétaire peut nous donner
un passeport, disons, entre guillemets, pour se déplacer. Mais une fois que l'engagé n'est plus sous la coupe d'un patron, il est comme une sorte de travailleur sans papier. Et c'est là qu'il faut le permis de séjour provisoire. Malbar Mouri Bourbon, levé Madras. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'Indien souffre, il meurt, il se suicide. D'ailleurs, les taux de suicide sont très forts chez les engagés indiens comme chez les esclaves indiens, mais aussi chez les engagés et esclaves africains. Et l'espoir, c'était de retourner dans le pays, de retourner en Inde. Le seul problème, c'est que les rapatriements étaient extrêmement difficiles, d'abord parce que les propriétaires faisaient tout pour que l'Indien reste à La Réunion, reste dans les camps d'habitation, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Quand il arrive sur cette île, il perd sa culture, il perd ses racines, il perd le contact avec sa terre indienne. Et il doit s'adapter. Alors, il doit s'adapter aux usines à sucre, il doit s'adapter à cette population qui n'est pas la sienne. Il y a des Africains, des Réunionnais d'origine africaine, il y a des Malgaches, et il doit se mouler, entrer dans ce moule. Donc il va essayer, et il souffre de ça. C'est cette angoisse. Il essaie comment? En adoptant la religion. Et donc il pratique notamment la double religion. Il deviendra chrétien, mais sa vraie religion, c'est son hindouisme qu'il pratique à la maison. Et c'est cette souffrance-là qui est très forte. Parce que ses enfants vont être baptisés, ses enfants vont aller à l'église, mais dans le fond de lui-même, l'engagé indien, et surtout l'esclave indien, reste indien. Et je dis surtout l'esclave indien parce que l'esclave indien est objet. Il est comme les esclaves africains, c'est-à-dire il n'a pas d'existence juridique. Alors que l'engagé indien, il a droit quand même à sa chapelle, il va faire sa chapelle, mais il ira à l'église parce que pour être reconnu dans cette société coloniale, il faut être catholique, il faut être chrétien. Pendant de longues années, depuis 1848, et surtout depuis la fin de cette grande immigration indienne que nous situons en 1882. De 1882 jusqu'aux années 1970, on ne parle plus pratiquement de l'Inde. Les descendants d'Indiens sont sur cette île et ils sont pratiquement coupés, sauf quelques-uns qui repartent en Inde, mais la grosse masse est coupée de ces liens culturels. Et la religion indienne est conservée, mais elle vit en vase clos. La culture indienne est conservée à La Réunion, mais n'a plus de lien avec l'Inde d'origine. Et le système colonial a fait en sorte que l'on oublie. On a voulu franciser ces Indiens, on a voulu les assimiler à la culture occidentale. Mais ils ont résisté, puisque à travers les temples indiens, à travers aussi quelques attitudes et comportements, ils ont conservé une part de cet héritage culturel indien qu'ils ont transmis aux descendants d'Indiens aujourd'hui et à La Réunion tout entière. Bien entendu, l'esclave indien a perpétué un rite très très important sur le plan culturel. Ce sont notamment les marches dans le feu, avec tout ce qui suit ces marches dans le feu. Le carême, la préparation de tout ce qui entoure ce rituel, les fleurs, la préparation psychologique. Parce que marcher dans le feu, c'est un acte très fort. Il faut faire face à ce brasier. Et là, les Indiens ont su conserver cette culture d'origine, ce culte de leurs ancêtres, et à travers ce culte de leurs ancêtres, garder leur force intérieure, garder leur indianité, être eux-mêmes. La la lélé, yeah la 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 lélé, la la lélé, yeah la 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 lélé, la la lélé. Yeah la 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 lélé, yeah la 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 lélé, ya la 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 lélé.